Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 20h pour parler bien évidemment sport. On va parler football ce soir, on va parler handball également. On est en compagnie d'Arthur et de Fred. Bonsoir messieurs, comment ça va ? Salut Fred. Salut Fred, ça va ? Ça va. Écoute, parfaitement bien, on a passé un bon week-end sportif et en plus la victoire des Sochaliens, donc en tout cas c'est magnifique. C'est une belle victoire. Alors ce soir, on va parler, bien évidemment, on va faire un petit tour d'horizon des différents championnats. On va passer par l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, mais également l'Espagne. On parlera évidemment de la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp. On va revenir sur le championnat de Ligue 2 avec la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard et la victoire du côté Niort, victoire extrêmement importante dans l'optique du maintien des Sochaliens qui recevront le Paris FC ce vendredi. On va revenir sur National 2, National 3. Il n'y a pas eu grand-chose. C'est ça, il n'y a pas eu grand-chose. Une semaine chargée encore. Il y a une grosse semaine qui arrive en plus concernant la National 3. Oui, on donnera le programme. On donnera tout à l'heure, mais... Et on sera du côté de Morteau ce mercredi, on en reparlera. Il y aura du National 2 aussi également, car j'ai vu quelques résultats. J'espère que tu as bien travaillé, Mr. Frédéric Fitch. Et ensuite, on parlera également handball, car il y avait un gros match dans la capitale comtoise. Le SBF recevait Metz, donc c'est toujours une belle affiche au Palais des Sports Gagny-Yalouz. On reviendra également sur la victoire du Grand Besançon de handball. C'était hier du côté du gymnase des Montboucon face à Frontignan. Vous aurez également toutes les réactions concernant ces différents résultats. Bon, messieurs, vous avez passé un beau week-end, tout va bien, on est chaud, on est prêt, on est chaud patate ? Oui, on est chaud, je suis chaud. Fire. Oh là là, en plus il nous l'a fait. Après 15 jours d'absence, ça fait du bien de reprendre. Exactement, après 15 jours, on a les batteries qui sont chargées, tout le monde est au taquet. Et la motivation de retour. La motivation de retour également, en plus avec la victoire des Sochaliens, on est encore revigoré. On est revigoré, remotivé, enfin on peut tout, on emploie tous les superlatifs. Et comme tu m'as tendu la perche avec tes bons mots anglais, justement, je vais vous donner les résultats du championnat d'Angleterre c'était la 32e journée. Avec tous les résultats, avec Manchester City qui s'est imposé à Fulham 2-0, Crystal Palace a battu Huddersfield 2-0, Leicester City a battu Bournemouth 2-0, Brighton s'est incliné chez lui face à Southampton 1-0, Manchester United a battu Watford 2-0, Burnley a battu Wolverhampton 2-0, Everton s'est imposé du côté de West Ham 2-0, Chelsea ce dimanche a battu Cardiff City 2-1, c'était à l'extérieur où Chelsea était. Liverpool a battu Tottenham à la 90e minute de jeu. Ils peuvent d'ailleurs dire merci à Alderweireld. Bon, j'espère que je l'ai bien prononcé à la 90e. C'était un CSC. Alors au classement, ça donne que Liverpool passe en tête avec 79 points. Derrière suit Man City 77 points, Tottenham 61 points. Et Manchester United avec 61 points. Vous allez voir que c'est serré. Arsenal et Chelsea sont 5e et 6e avec 60 points. Et avec le 7e Wolverhampton est à 16 points de Chelsea du 6e. Donc ça va se jouer entre les 6 premiers. Oui Fred, tu voulais dire quelque chose ? C'est quasiment un duel entre Liverpool et Manchester City pour le titre. Pour le titre, oui, ça va se jouer entre les deux. Et ensuite, pour les places européennes, les places notamment en Ligue des Champions, ça va se jouer entre Tottenham, Man United, Arsenal et puis également Chelsea. En bas de classement, on retrouve 18e Cardiff City, 28 points. Ensuite, on a 19e Fulham, 17 points. Et 20e Huddersfield, 14 points. Donc, on peut déjà dire Fulham, Huddersfield... Huddersfield est officiellement relégué depuis hier soir. Et Fulham, en cas de match nul ou de défaite la semaine prochaine sur le terrain de Watford, ils seront relégués également. Donc tu as tout dit sur les relégations. On verra en tous les cas. C'est déjà fait pour certains. On passe cette fois-ci au championnat d'Espagne où c'était la 29e journée et ça commençait déjà ce vendredi avec l'Athletic Bilbao qui est allé s'imposer du côté de Gérone 2-1. Ce samedi, Leganés s'est imposé du côté de Retafe 2-0. C'était le derby dans la capitale catalane entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone. Et forcément, quand on dit derby, on dit Messi. En plus, ça rime ensemble. Doublé de Messi. Exactement, doublé de Messi, 71e et 89e minute de jeu. Le jour où il va quitter Barcelone, ça va faire un vide énorme parce que un seul être vous manque et tout est défait. Ça risque de il y aura être peut-être compliqué. encore Suarez.
Déjà avec Neymar en moins, ça a déjà fait. Il me semble que Suarez est plus vieux. Oui, il sera parti avant, il sera peut-être déjà parti pour l'année prochaine. L'avenir sera fait avec sûrement Ousmane Dembélé et puis tous les jeunes de la Masia, parce que il me semble que avec Messi, Suarez, tous les éléments offensifs sont à peu près de la même tranche d'âge, hormis Coutinho qui a 25 ans. Coutinho, même sans Neymar, le Barça arrive toujours à bien redresser, à bien tenir. Quoi. Coutinho qui pourrait peut-être arriver du côté du PSG, parce qu'il a encore un petit mois pour faire ses preuves du côté de Barcelone, donc c'est pas encore gagné et on en reparlera. Les autres résultats, le Celta Vigo de Riyad Boudbouz qui s'est imposé face à Villarreal 3-2. L'Atlético Madrid est allé s'imposer du côté d'Alaves 4-0 avec Lucas Hernandez qui va partir au Bayern Munich pour 80 millions d'euros. On en parlera tout à l'heure. Il faut savoir que le budget, je crois, de Strasbourg est de 40 millions d'euros, juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est quand même hallucinant ces transferts à ce prix-là et c'est pas dans les coutumes du Bayern Munich de dépenser autant d'argent, mais déjà que le Bayern a déjà pas mal de Français dans son équipe. Mais en tout cas, c'est un très bon latéral et ils ont fait une très belle acquisition. Ouais. Après, on peut toujours parler du montant des transferts. C'est sûr que ça n'a plus rien de. Voilà, il y a déjà pas mal de Français au Bayern, comme je disais. Donc. C'est ça. Il suit Bixente. Le énième Français qui. Il est dans le tracé en tout cas de Bixente Lizarazu. On va continuer avec Levante Eibar, 2 buts partout. Le Rayo Vallecano et Betis Séville se quittent sur un match nul 1 partout. Le FC Valence est allé s'imposer du côté du FC Séville 1-0. Le Real Valladolid et la Real Sociedad se quittent sur un match nul 1 but partout. Et le Real Madrid a battu Huesca 3-2 avec dans les buts Lucas Zidane. Exactement. Qui était dans les buts, ça aide d'avoir papa entraîneur quand même, non? Mais bon, c'est un bon joueur, ça reste aussi un bon gardien, mais il a encore tout à prouver, bien évidemment. Au classement, ça donne FC Barcelone avec 69 points, deuxième Atlético Madrid 59 points, troisième le Real Madrid 57, quatrième Retafe 46 points. C'est quand même une belle performance de retrouver Retafe et même de retrouver Alaves 5e avec 44 points. En bas de classement, on retrouve 18e le Celta Vigo 28 points, le Rayo Vallecano 24 et Huesca avec 22 points. Et bien sûr, forcément, Lionel Messi... Au rayon des buteurs, 31 buts. Rien à dire. Oh bah non, je crois qu'on a tout dit. Il va finir meilleur buteur de la saison en Liga. Je pense que les superlatifs, on n'en trouve plus, là, c'est fini. En même temps, il lui manque son copain pour le concurrencer. C'est ça. Il est dans un autre championnat cette fois-ci. Et justement, tu me tends encore une perche avec le championnat italien. C'était la 29e journée également. Ça a commencé ce vendredi avec Cagliari qui a battu le Chievo Vérone 3-0. C'était un match à l'extérieur pour Cagliari. L'Udinese a battu le Genoa 2-0. La Juventus Turin s'est imposée devant Empoli 1-0. La Sampdoria de Gênes a fait de même face au Milan AC 1-0. L'Atalanta Bergame est allé s'imposer du côté de Parme 3-1. Le Spal Ferrara est allé s'imposer du côté de Frosinone 1-0. Naples est allé s'imposer à l'AS Rome 4-1. La Fiorentina et Torino 1 but partout. Bologne a battu Sassuolo 2-1. La Lazio de Rome est allée s'imposer du côté de l'Inter de Milan 1-0. Au classement, on retrouve la Juve en tête avec 78 points. Deuxième Naples 63 points. Troisième l'Inter Milan 53. Quatrième le Milan AC 51 points. Et en bas de classement, 18e Empoli 25. 19e Frosinone 17. Et 20e le Chievo Vérone avec 11 points. Oui, tu voulais dire, Fred. On va dire aussi pour la Juve, c'est à moins d'une catastrophe, c'est quasiment fait pour la Juve aussi. Oui, ouais, c'est bon. Ils vont à moins que le Napoli essaye de grimper, peut-être, on ne sait pas. Mais... Non, je pense que là, c'est fait. Ça y est, la Juve va devenir championne d'Italie. On part cette fois du côté de la Bundesliga pour vous donner tous les résultats de ce week-end. C'était la 27e journée ça a commencé ce vendredi 29 mars avec Hoffenheim qui a battu le Bayer Leverkusen 4-1. Le Fortuna Düsseldorf a battu, je vais te laisser le dire, Arthur, comme tu le dis si bien, le Borussia Mönchengladbach. Exactement, 3-1. Le Borussia Dortmund a battu Wolfsburg 2-1. Nuremberg a battu Augsbourg 3-0. Le Werder de Brême a battu Mayence 3-1. Fribourg et le Bayern Munich se quittent sur un match nul, 1 but partout. Le RB Leipzig a battu le Hertha Berlin, a explosé plutôt le Hertha Berlin 5-0 avec un triplé pour Poulsen. On a également Schalke 04 qui est allé s'imposer du côté d'Hanovre 3. Non, si je me coupe le micro, ça va pas le faire.
qui a battu Schalke 04 qui a battu Hanovre 1-0 et l'Eintracht Francfort a battu le VfB Stuttgart 3-0. Au classement, on retrouve Dortmund en tête avec 63 points, deuxième le Bayern Munich 61, troisième le RB Leipzig 52 points, et troisième l'Eintracht Francfort 49 points. En bas de classement, on retrouve Stuttgart 16e, Nuremberg 17e et Hanovre en 18e position. C'est aussi serré en bas de classement dans le championnat d'Allemagne. On retrouve les trois dernières équipes avec 20 points, 16 points et 14 points. Ça se joue entre Dortmund et le Bayern, à mon avis aussi. Là aussi, côté allemand, quoi. Oui, il y a des chances que ça se joue entre ces deux équipes. Il y a même de grandes chances, vu l'écart de points qu'il y a avec le troisième Leipzig. Je pense qu'on a fait le tour du championnat étranger, à moins que vous ayez des choses à rajouter, messieurs. Oui, peut-être. Comme vous le savez, en Écosse, il y a eu le Old Firm, Celtic Glasgow contre les Rangers. Victoire du Celtic Glasgow dans les 5 dernières minutes du match avec un but de Forrest qui a permis aux Boys de s'emparer de la victoire et prendre le large dans le championnat écossais qui semble déjà joué. Avec les Rangers qui ont quand même réussi à égaliser par Ryan Kent en seconde période à 10-11 avec l'expulsion de l'arbitre phare Alfredo Morelos. Je pense qu'on a tout dit sur le championnat écossais. Oui. On sait que tu aimes bien ce championnat. C'est vrai que c'est un bon championnat aussi également. Et ça fait du bien de retrouver aussi les Glasgow Rangers. C'est surtout que c'est une des dates les plus importantes chaque année. C'est ça. C'est 3 fois dans l'année, voire 4 s'il y a les barrages de championnat. Mais c'est toujours agréable à voir. C'était hier après-midi. C'était juste un plaisir pour les yeux. Dommage que ça soit pas retransmis sur les chaînes parce que ça me dit rien. Alors je sais que Bein Sport vient d'avoir la MLS, vient d'acquérir les droits. Alors depuis 3 ans, c'était l'équipe qui possédait les droits pour la Coupe d'Écosse et le Championnat d'Écosse, enfin les matchs des Rangers. Et là maintenant, c'est Foot Plus qui les possède. Foot Plus, ça existe encore Foot Plus. Oui, pour certaines rencontres. Ouais. D'accord, oui, ça fait partie du groupement du Canal Plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement de... Attends, Fred, faut que je t'ouvre le micro, oui. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être encore, c'est que Foot Plus, à l'époque, retransmettait les matchs de Ligue 1 avant que Bein Sport arrive en 2012. Donc, c'est ça, et l'année prochaine, tout sera encore redistribué encore une fois. La saison qui vient, l'autre d'après. Oui, dans l'autre d'après. Après l'Euro. C'est ça, donc ça sera tout distribué, ça sera Mediapro qui produira sa chaîne. Aussi, hein. Oui, mais Bein Sport aura Bein Sport en fait aura les matchs que Canal a aujourd'hui, et sur Canal+, il n'y aura plus rien. C'est ça en fait. Il n'y aura plus que l'Angleterre, il me semble. Et l'Angleterre reviendra à la rentrée prochaine sur Canal aussi. Ouais, c'est ça. Ils ont récupéré les droits du championnat anglais au détriment de RMC, qui n'aura plus les droits du championnat anglais. Ils auront toujours la Ligue des Champions et l'Europa League au moins. Oui, donc il va falloir avoir un abonnement satellite, un abonnement à 300 € bientôt pour voir si on veut voir toute la Ligue 1. Il faut s'abonner à SFR, c'est tout simplement pour avoir tout ça. Pour avoir les trois à la fois, quoi. Ça va avoir un pack sport en fait. Faut faire comme sur tous les distributeurs, les fournisseurs d'accès, il faut avoir un abonnement sport spécial. Il n'y a pas toutes les box qui reprennent RMC Sport, il n'y a que SFR et puis Canal satellite et Canal par satellite. Ouais, parce que je sais que moi à l'époque, quand on a pris la souscription SFR, c'était 35 €, 40 € par mois. Cause bien dans le micro, Arthur. C'était 40 € par mois pour avoir tout, Canal+, Bein Sport, RMC Sport. Ça t'arrive à des sommes faramineuses, tu sais plus où mettre la tête. C'est ce qui va se passer. Tu sais combien veut mettre Mediapro l'abonnement ? 25, je crois, c'est ça ? 25 € juste pour la Ligue 1. Ça fait cher, hein ? 25 €. C'est plus que Bein Sport qui a 14 €, 15 € même. On va passer par les chaînes italiennes ou belges, moi je te le dis. Après, oui, ça va être compliqué. Après, pour avoir toutes les chaînes, c'est un peu compliqué. C'est surtout que ça va coûter très cher, donc forcément, il va falloir s'équiper, il va falloir 3-4 décodeurs, et puis un portefeuille très très large. On a tout dit, messieurs, on peut sur les championnats étrangers. On va passer à la Ligue 1. Allez, on va passer à la Coupe de la Ligue d'abord. On va déjà s'intéresser à la Coupe de la Ligue. Allez, c'est parti.
c'est parti messieurs pour la finale de la Coupe de la Ligue. Alors déjà, est-ce que vous avez regardé cette finale entre Guingamp et Strasbourg ou Strasbourg-Guingamp? Non, oui. T'as regardé? Bon, qu'est-ce que tu en as pensé, Fred? C'est-à-dire que 0-0 au bout de 120... Déjà, je me suis un petit peu ennuyé, parce que bon, vu qu'il y avait 0-0... Bon, c'était pas une très belle finale. C'était pas une très belle finale. Je me suis un peu ennuyé au début. Mais... On va l'avouer, après il faut un vainqueur dans cette saison, finale. C'était pas au Stade de France, c'était à Lille, au Stade Pierre-Mauroy. Ça avait changé. Il y a un changement de stade. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient planté des pommes de terre avant, non? Parce que l'état du terrain était quand même assez catastrophique. Et c'est vrai qu'on n'a pas assisté à une grande finale, mais bon, dans une finale, c'est comme partout, il faut un vainqueur. 0-0 à la fin du temps réglementaire, 0-0 à la fin des prolongations, tir au but, et c'est Strasbourg qui décroche... 4 tirs au but à 1. C'est ça, qui décroche le trophée, et avec une panenka signée Dimitri Liénard. Allez, je vous propose de réécouter un petit résumé de cette finale, car c'est quand même une finale de Coupe de la Ligue, c'est toujours important un trophée. Un moment très attendu, la finale de la Coupe de la Ligue. BKT, elle se déroule au stade Pierre-Mauroy de Lille et met aux prises le Racing Club de Strasbourg et l'équipe d'en avant Guingamp. Une finale inédite et très attendue. Strasbourg dispute sa 3e finale et a gagné les 2 précédentes. Guingamp dispute sa première finale dans cette compétition. La première action est en faveur de l'équipe bretonne. Ça tergiverse un petit peu dans la surface de réparation. Et pourtant ça se termine par une frappe dangereuse. Marcus Thuram à angle fermé sollicite Bingourou Kamara. Le gardien de but strasbourgeois a été choisi à la place de Mats Sels, le titulaire en championnat. Et Kamara a fait la campagne de Coupe de la Ligue BKT. Il sauve ici le Racing. Le match est très équilibré, il n'y a pas beaucoup d'occasions nettes. Guingamp continue à avoir de bons mouvements vers l'avant, mais a du mal à finir ses actions. Encore un tir pas suffisamment convaincant de Ludovic Blas. Strasbourg a du mal à être dangereux de son côté également. Dans un match tendu, les 2 équipes veulent remporter le trophée et se qualifier pour l'Europa League. Réaction strasbourgeoise avec ce tir de loin, mais c'est loin du cadre du but gardé par Marc-Aurèle Caillard. Le PSG est le quintuple tenant du titre et attend toujours son successeur. Nouvelle opportunité ici pour Strasbourg. Mais le ballon échappe aux attaquants. Les défenses tiennent bon, se replient et résistent. 0-0 dans cette partie. Les 2 équipes ont connu un parcours formidable. Guingamp a éliminé Angers, Nice, le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, puis l'AS Monaco en demi-finale pour disputer cette finale de la Coupe de la Ligue BKT. Strasbourg de son côté a sorti Lille, Marseille, Lyon et Bordeaux. 2 parcours formidables. En seconde période, Guingamp réussit encore à être dangereux avec Nicolas Bénézé. Et l'équipe de Jocelyn Gourvenec ne trouve pas la faille. Bingourou Kamara est très résistant, le gardien strasbourgeois sort tout. Une chance énorme pour le Racing avec ce coup franc pour Ajorc à côté du cadre. Un coup franc direct très puissant pour Ludovic Ajorc. S'approche de la fin du temps réglementaire. Et si personne ne marque, il faudra disputer une prolongation de 2 fois 15 minutes. Mais il y a encore des chances avec ce tir, cette fois-ci plus dangereux de la part du Racing. Joli tir d'Adrien Thomasson. Marc-Aurèle Caillard s'interpose. Le temps file et il reste quelques minutes pour marquer le but qui ferait la différence. Pourquoi pas sur un long dégagement. Le coup de pression mis par Ludovic Ajorc sur la défense guingampaise avec cette reprise en tombant. Et encore une fois le ballon qui arrive sur le gardien. Les occasions se font de plus en plus rares. Et Benoît Millot met un terme à cette partie. En tout cas dans le temps réglementaire, il faut se départager à l'occasion de la prolongation. 2 fois 15 minutes, encore très tendu pour voir un vainqueur et un successeur au Paris Saint-Germain. Strasbourg revient bien dans cette première partie de la prolongation avec ce tir de Nuno da Costa. Il était entré à la place de Lebo Motiba à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais c'est encore loin du cadre. Le corner pour Guingamp. Personne pour reprendre la tête, mais il y a cette frappe vers le but de Ronny Rodelin, encore une fois sur Bingourou Kamara. Toujours pas de but inscrit à la mi-temps de la prolongation. Les 15 dernières minutes vont être disputées avec toujours plus de stress. Strasbourg a remporté les finales de 1997 et de 2005. Le Racing ne s'est jamais incliné en finale de la Coupe de la Ligue BKT. Mais la menace reste bien là avec cette nouvelle opportunité. La puissance d'Alexandre Mendy
mais il ne parvient pas à donner la victoire à Guingamp. Et c'est donc la séance de tir au but qui va départager les deux équipes. Une 3e victoire en Coupe de la Ligue BKT pour Strasbourg, une première pour Guingamp. Le suspense est entier. 1-0 pour Strasbourg grâce à Persic. Alexandre Mendy est le premier tireur guingampais et il rate la cible. Thomasson pour Strasbourg et Dino pour Guingamp marquent 2-1 pour le Racing au moment où Liénard s'élance. La panenka de Dimitri Liénard pour donner un 3e but dans cette séance de tir au but. Tout est réussi par le Racing. 3-1. Ronny Rodelin pour ramener son équipe à 3-2. Mais c'est sauvé par Bingourou Kamara, l'un des héros du match pour le Racing. Il n'y a plus qu'un seul tir à mettre pour que Strasbourg remporte la Coupe de la Ligue BKT. C'est Lionel Carroll qui a joué la prolongation, qui est entré en cours de match, qui se présente face à Marc-Aurèle Caillard, pourtant un spécialiste qui en a tant sauvé dans cette campagne de Coupe de la Ligue BKT. Mais Lionel Carroll marque 4-1 après la séance de tir au but. C'est le Racing Club de Strasbourg qui, pour la 3e fois de son histoire, remporte la Coupe de la Ligue BKT. Oui, c'est le Racing Club de Strasbourg qui remporte donc cette finale de la Coupe de la Ligue et donc le trophée. Un petit mot, messieurs, sur ce trophée, sur la finale, sur un peu ce club de Strasbourg qui renaît aujourd'hui. On sait qu'il a connu des heures sombres avec les relégations successives, mais en tout cas ce club est ressorti et remporte un nouveau trophée, le premier sous l'ère Marc Keller en tous les cas, qui avait repris le club. Oh oui, ça reste une très belle remontée parce que ça montre l'envie de Strasbourg de vouloir revenir parmi les grands, et puis en à peine 7 ans ils arrivent à remonter autant de divisions et à arriver à s'adjuger une coupe nationale. C'est quand même un très bel exploit et puis un véritable conte de fées pour les supporters. Surtout que là, il me semble que, oui, si je te dis pas de bêtises, la Coupe de la Ligue va permettre à Strasbourg de se qualifier pour le 2e tour préliminaire de Ligue Europa. Donc ils auront 3 tours à jouer. Je te confirme, c'est ça, ils sont qualifiés pour le 2e tour. Ouais. Et ils auront 3 tours à jouer avant de pouvoir accéder au groupe de Ligue Europa. Et comme tu le disais, c'est vrai que c'est bien aussi pour les supporters. Et ben justement, on va les écouter, les supporters de Strasbourg, qui, avant cette rencontre, ont mis le feu à la capitale, dans la capitale en tous les cas, du côté pas dans la capitale, du côté de Lille. Après, si je dis que Lille est la capitale, je pense que capitale du Nord. Oui, c'est ça, la capitale du Nord. Je pense qu'ils vont être contents les Lillois, mais non, justement, on va voir l'ambiance qu'ils ont mis. Justement, ils parlent de ces relégations et les matchs de CFA2, car à l'époque ça s'appelait le CFA2. On est parti à 7h30 ce matin et on vient d'arriver il y a un quart d'heure. Le programme maintenant ? Le programme, c'est le cortège qui va commencer dans 45 minutes jusqu'au stade et faire la fête pendant le cortège. C'est juste tellement beau. Il y a 7 ans, on jouait en CFA2. Aujourd'hui, on est peut-être au port de la Coupe d'Europe. Et genre, c'est juste une récompense pour des gens qui étaient là, qui se sont battus pendant des années. Et rien que pour ça, ça fait juste plaisir d'être là. On a l'impression effectivement que ce parcours du plus bas au plus haut crée vraiment quelque chose. Ah oui, non, mais vraiment, enfin voilà, toutes ces années passées dans ces divisions de merde où t'allais voir des matchs contre des équipes de CFA, CFA2 nationales. Et maintenant, tu retrouves des belles affiches. Et peut-être l'année prochaine, cet espoir de jouer contre des équipes anglaises ou on ne sait pas quoi, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, c'est ce que disaient justement les supporters. Et on va écouter un joueur qui est passé par l'ASM Belfort et qui est un joueur emblématique de cette équipe de Strasbourg. C'est Dimitri Liénard qui a tenté la panenka. Sa famille n'était pas au courant. Il a tenté et il a marqué. Il est rentré en cours de jeu. Et on va justement écouter sa réaction après, bien évidemment, ce trophée de la Coupe de la Ligue. Effectivement, Dimitri Liénard, monsieur Panenka, dit Kader. Oui, j'ai toujours dit que mon idole c'était Zinedine Zidane. Lui, il l'a fait en finale de Coupe du Monde. Je l'ai toujours promis à ma femme, à mes parents qu'un jour je le ferai.
Et voilà, en plus j'ai pas eu la pression de tout le match, j'avais les jambes un peu fraîches. Donc je l'ai fait, je pense que mes parents devant la télé ils n'étaient pas au courant. J'avais dit à Jonas Martin aujourd'hui, s'il y a penalty, je fais un panenka. Et voilà, je l'ai fait. En tout cas, voilà, je suis content pour tout ce peuple alsacien parce que le match a été très compliqué. Ça devait pas être beau devant la télé, terrain compliqué, ballon compliqué. Mais le principal, c'est que Strasbourg gagne cette finale et un ticket pour la Coupe d'Europe. C'est incroyable d'où on revient, c'est incroyable. Marc Keller parle de la génération Racing, c'est le renouveau du Racing. Non, c'est incroyable, comme on l'a dit dans le vestiaire, Marc l'a très bien dit aussi, il n'y a plus un trophée au club, il n'y a plus rien, voilà, on va rentrer dans l'histoire du Racing, on va ramener un trophée à Strasbourg et il y avait toutes nos familles, nos enfants, tout le peuple alsacien qui s'est déplacé, regardez-moi ça, le stade, il est à 75% rempli de Strasbourgeois, on ne pouvait pas faire autrement, ça aurait été franchement, voilà, en tout cas je suis très fier de mes partenaires, de tout ce public. Et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, chapeau à tout le monde. Il espère que ça va continuer comme ça, Dimitri Liénard. Eh bien, on le souhaite en tout cas. Maintenant, plus de pression pour cette équipe de Strasbourg. Tu voulais rajouter quelque chose, Arthur ? À propos de ce qu'avait dit le supporter strasbourgeois précédemment, dire que les divisions nationales comme la Nationale 2 ou la Nationale 3 étaient des divisions de merde, c'était un petit peu virulent et exagéré, puisqu'il faut quand même respecter tous les joueurs qui arrivent à quand même un niveau qui est quand même assez intéressant et relativement le 5e niveau national. Bah oui, puisque quand même c'est des divisions nationales, on affronte des équipes un petit peu partout en France. Certaines personnes arrivent à en vivre, puisque la CFA permet de compléter un petit peu ces fins de mois, et puis ça permet à des joueurs de des fois se révéler, voir des jeunes de s'aguerrir dans les divisions nationales pour ensuite continuer leur formation dans les clubs professionnels. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord pour dire que c'est des divisions de merde. Oui, moi non plus, j'étais pas vraiment d'accord. Bon, c'est une des seules réactions que j'ai pu trouver, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le National 3. Comment, Fred ? C'est plutôt mal vu de leur part pour les clubs de ces divisions, la National 2, National 3. Quoi. Oui, non, parce que ça joue très bien en National 2, National 3, ce ne sont pas des divisions 2. Après, comme le dit le supporter, on va pas le répéter parce que c'est pas un mot très sympa. Donc non, ça joue très bien. C'est sûr que c'est pas de la Ligue 1 forcément, mais c'est aussi il y a de la qualité. On va dire quoi. Exactement, il y a de la qualité. Nous on le voit tous les week-ends parce qu'on suit les équipes du coin de la région Bourgogne-Franche-Comté et on peut vous dire que ça joue très bien. Des fois on prend même plus de plaisir à voir ces matchs qu'à voir d'autres matchs dans les catégories supérieures. C'est toujours pareil, ça dépend aussi des rencontres. Non, il y a de très bons joueurs également. Strasbourg n'était pas il n'y a pas si longtemps en National 2, si je me trompe pas. Oui, justement, le supporter disait que c'était des matchs qu'il n'avait pas forcément bien aimé. Bon, après, c'est son avis, ça ne regarde que lui. Mais comme le disait Arthur, moi je suis pas non plus d'accord avec lui. Ça joue bien aussi dans les divisions inférieures. Et justement, pour vous en rendre compte, il faut vous rendre dans les stades et puis allez voir, allez soutenir vos équipes ou allez voir déjà rien que comment ça joue. Vous allez, je pense, changer d'avis pour ceux qui ont un avis comme le supporter de Strasbourg. Oui, et puis moi qui vais m'occuper pour l'Est républicain de faire le compte-rendu du match de National 3 opposant Dole au Racing Besançon. Si vous voulez, je vous invite à venir avec moi pour que vous voyez ce que c'est véritablement des matchs de National 3 et voir la qualité qu'on peut avoir sur le terrain. Tu seras avec moi parce que moi j'y serai à Jura de loin en plus samedi. Donc, c'est ça, on en parlera tout à l'heure dans la page spéciale au National 3 pour vous donner justement le programme de ce qui va se passer. Et on va continuer on va terminer sur cette Coupe de la Ligue en disant seulement bravo au Racing Club de Strasbourg, bravo aussi à Sanin Persic, l'ancien Sochalien formé au club qui lui décroche son premier trophée. On est bien content pour lui, il est prêté par son club espagnol du côté de Strasbourg et on est content aussi pour lui qu'il remporte ce trophée. Bon messieurs, on va enchaîner sur la Ligue 1. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous branche? Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Déjà, Strasbourg et Guingamp n'ont pas joué ce week-end, donc on peut déjà aller. Il y a déjà 3 matchs, qui n'ont pas eu lieu ce week-end. Mais on va en parler dans la page Ligue 1. On va lancer tout de suite le jingle.
On commence cette journée en Ligue 1. C'était la 30e journée avec le premier match qui avait lieu ce vendredi 29 mars avec l'Olympique lyonnais qui se déplaçait du côté de Rennes et qui voulait surtout mettre la pression à ses poursuivants, à savoir Marseille, et essayer de rattraper aussi également Lille. Et c'est donc Lyon qui va s'imposer en fin de match à la 86e minute de jeu. À la 86e minute de jeu, oui, c'est ce que j'ai dit, qui s'impose par le plus petit des scores, mais ça suffit, c'est 3 points, 1 but à 0. On va écouter la réaction de l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan, qui lui dit ce soir, c'est cruel, on avait aussi pas mal de blessés. Et Bruno Genesio, lui, il dit on va pouvoir passer, ils ont pu passer en tout cas, on va pouvoir regarder les matchs de ce dimanche tranquillement, on a mis la pression sur nos adversaires. Je sentais que ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. Ce qui est cruel pour nous, c'est d'avoir concédé ce but quelques secondes après avoir eu notre meilleure occasion du match et la plus grosse opportunité pour ouvrir le score. C'est une déception forcément, parce qu'en termes d'état d'esprit, de générosité, il n'y a rien à reprocher aux joueurs. Ce qui nous a fait défaut, c'est cette efficacité lorsqu'on a eu les situations pour pouvoir ouvrir le score. Oui, on avait des suspendus, on a perdu en plus Damien Da Silva qui a fait un essai, on a cru jusqu'au dernier moment qu'on allait pouvoir le récupérer, mais c'était trop juste. Clément Grenier ne s'était quasiment pas entraîné depuis Bordeaux, il a fait sa première séance hier, donc il fallait aussi le préserver. On a perdu en plus James en première mi-temps. Donc après pour les joueurs qui étaient sur le terrain, ils ont donné le maximum, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils n'ont pas été récompensés malheureusement. C'est pour ça que je trouve la défaite cruelle. Première mi-temps où je trouve qu'on a fait une très bonne entame, on s'est créé des occasions, on n'a pas réussi à concrétiser par manque d'efficacité ou de justesse dans le dernier geste. Mais j'ai trouvé qu'on avait fait dans l'ensemble un bon match et que la victoire a mérité. Non, il n'y a aucun enseignement à tirer pour mardi, je l'avais déjà dit avant. Ça sera un autre contexte, une autre compétition, un match coup près. Nous, on tenait ce soir à l'emporter pour avancer dans nos objectifs du championnat, et mardi, ce sera un tout autre contexte. On va pouvoir regarder tranquillement les matchs de dimanche de nos adversaires directs. On leur met certainement un peu de pression parce que en gagnant, lorsqu'on joue avant, c'est toujours bien. Mais je ne me sens pas particulièrement plus gagnant que mes joueurs, que l'équipe, que tout le club. C'est l'équipe, c'est le club qui a gagné ce soir, et je crois qu'on doit continuer à avancer comme ça, à rester solidaire comme on l'est dans les bons moments, dans les moments moins faciles. Et je pense que c'est aussi une des grandes forces de ce club depuis très longtemps. Une des grandes forces de l'Olympique lyonnais. Alors on saura, ça va se décider ce soir, en tout cas dans le conseil d'administration apparemment de l'OL, mais l'annonce sera annoncée demain, si Bruno Genesio est en tous les cas prolongé ou pas du tout. Arthur, un petit mot sur cette prolongation ou pas. Qu'est-ce que tu vois toi? Une prolongation de Bruno Genesio ou alors un départ? Je pense qu'il y aura une prolongation de Genesio, parce que vu comme Jean-Michel Aulas est satisfait et les éloges qu'il émet à propos de son entraîneur actuel, je pense qu'il va être prolongé demain. Mais quand même, ça va pas plaire du tout aux supporters qui sont contre cette prolongation et qui au moins depuis 2 ans sont contre la titularisation de Bruno Genesio comme entraîneur principal. Et il y a eu quelques petits bruits sur les réseaux sociaux avec les Ultra Bad Gone qui avaient demandé une réunion à Jean-Michel Aulas pour parler de tout ça, et qui sentent que Genesio va être prolongé aux grandes dames des supporters. Jean-Michel Aulas qui préfère écouter son propre avis plutôt que de vouloir être dans la même longueur d'onde que les supporters, qui va bientôt se mettre à dos s'il continue. Alors Jean-Michel Aulas a démenti parce que l'équipe avait dit que Bruno Genesio serait prolongé de 2 ans plus une en option. Alors il a démenti. Il a aussi dit qu'il avait rencontré le supporter et les différentes composantes du club. Donc après, on verra en tous les cas demain si c'est stop ou encore, comme dirait le jeu. Mais je pense que ce sera encore parce qu'il est satisfait de Bruno Genesio. Puis bon, c'est un entraîneur qui, selon lui, a fait la demi-finale de Ligue Europa, qui a ramené le club en Ligue des Champions, etc., etc. Alors après, est-ce que c'est le seul décideur? Voilà, parce qu'en fait, il faut qu'il fasse l'unanimité. Donc,
Est-ce que Bruno Genesio fait l'unanimité au sein du staff, pas du staff, mais au sein des dirigeants lyonnais? Il me semble que c'est Lacombe et puis Aulas qui décident pour les décisions, parce qu'il n'y a pas de conseil de sécurité comme dans d'autres clubs. On verra, en tout cas on sera fixé ce mardi. On va s'intéresser à une autre rencontre cette fois-ci, mais il n'y avait plus de rencontre ce vendredi. On passe au samedi à 17h. Il y avait une seule rencontre, c'était l'Olympique de Marseille qui recevait Angers. Et ça part bien pour l'Olympique de Marseille avec l'inévitable Mario Balotelli à la 4e minute de jeu qui ouvre le score pour cette équipe marseillaise. Il récidive à la 16e minute de jeu. Bon, 2-0, on se dit que Marseille va se diriger vers une victoire somme toute tranquille, mais c'est mal connaître cette équipe d'Angers, mais qui a surtout été aidée par la défense marseillaise et des fautes, on va dire, stupides, mais bon, dans le football c'est comme ça, il y a aussi des pieds hauts et des fautes qui provoquent des pénaltys, et c'est ce qui s'est passé à la 36e minute de jeu. C'est Mangani qui sur pénalty va réduire le score pour cette équipe d'Angers, et en fin de partie à la 77e minute de jeu, un nouveau penalty, et c'est encore Mangani qui signe un doublé, tout comme Mario Balotelli, mais finalement les équipes se quittent sur un score nul, 2 buts partout, ce qui forcément a mis en colère Rudy Garcia, qui lui dit simplement on n'a pas le droit quand on gagne 2-0 de faire un match nul, et également Valère Germain qui est aussi lui très remonté. Et on va écouter aussi Stéphane Moulin. Lui, il est plutôt fier de ses joueurs parce qu'ils ont rien lâché dans cette rencontre. Quand on mène 2-0 chez soi, on doit gagner le match. Donc, quand on sait pas le faire, et c'est en grande partie de notre faute, on s'est mis en difficulté tout seul, ça c'est sûr. Donc, il va falloir aller récupérer les points à l'extérieur, là où il y a un petit moment qu'on n'a pas gagné. Donc, on va se concentrer que là-dessus. Maintenant, il n'y a plus rien d'autre. C'est sûr que le staff est en colère, les joueurs étaient en colère, tout le monde est en colère parce que on voulait se reprendre de la défaite à Paris et de reprendre notre belle série, et ça marque un coup d'arrêt surtout à domicile. Je crois qu'à 2-0 au bout de 15 minutes de jeu, un peu dans le même scénario qu'on a vécu à Montpellier, peu de monde pensait que le gain du match échapperait aux Marseillais. Donc voilà, on a su ressortir la tête de l'eau, on a su revenir dans ce match, on a eu de nombreuses situations et occasions. Donc on est revenu à la mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, j'ai dit que si on mettait la même qualité sur la deuxième mi-temps que les 20 dernières minutes de la première, on pouvait avoir des espoirs de revenir et de passer devant. On est revenu, on n'a pas réussi à passer devant, mais bon, on a fait ce qu'il fallait pour. Après, il y a des choses qui font que ça le fait ou ça le fait pas, mais en tout cas, moi je suis très satisfait du visage qu'on a montré. On a joué comme on sait le faire depuis quelques temps maintenant, et au-delà du résultat, qui est pour nous intéressant, c'est surtout la manière dont on s'y est pris qui m'a plu. C'est la manière qui a plu à Stéphane Moulin. Bon, vraie contre-performance, ce qu'on disait Arthur. Ouais, réelle contre-performance, parce que quand tu arrives à mener si rapidement au score chez toi à domicile et prendre 2 pénaltys coup sur coup qui font que tu dois partager les points à la fin de la rencontre, c'était quand même une sacrée contre-performance, parce que tu te dis que tes joueurs ne sont pas capables de tenir un score tout le long de la rencontre, et puis tu te rends compte que dans certains domaines, il faut des fois trouver la solution, parce que il doit y avoir des manques ou des endroits où l'équipe pêche. Mais on ne se fait pas de soucis pour l'Olympique de Marseille, qui normalement devrait se relancer la semaine prochaine avec un Mario Balotelli qui a encore été décisif cette semaine avec un nouveau but au Vélodrome. C'est ça, Mario Balotelli qui fait beaucoup de bien à cette équipe marseillaise, et Marseille reste 4e avec 48 points. Et c'est Lyon, grâce à sa victoire juste avant, qui s'échappe avec 56 points. Et Saint-Etienne est à l'affût aussi. Saint-Etienne qui jouera ce soir à 20h30 face à l'équipe de Nîmes. Donc en cas de victoire, Saint-Etienne pourrait passer devant Marseille d'un petit point. Bon, il reste encore pas mal de matchs, mais psychologiquement, c'est en tout cas important pour cette équipe aussi de Saint-Etienne, qui veut aussi jouer l'Europe comme toutes les équipes qui arrivent. Même Reims pourrait passer. Alors je vais vous donner les matchs carrément mercredi 3 avril, donc ça sera la fin de la 30e journée. Il y aura Strasbourg-Reims à 19h et Montpellier-Guingamp à 19h, et ce soir Saint-Etienne à Nîmes 20h30, comme on le disait précédemment. Donc
rien n'est fait. Cette équipe marseillaise va avoir chaud aux fesses parce qu'il va y avoir du monde, il va y avoir du monde derrière. Hein. Oh oui, parce que là, la course à l'Europe est engagée et puis tu as plusieurs équipes qui peuvent encore y prétendre. On voit que tu as Marseille, Nice, Reims, dans une moindre mesure. Bon, Strasbourg a maintenant une qualification en Ligue Europa, mais s'ils peuvent l'améliorer, je pense qu'ils diront pas non, mais tu as déjà au moins 4-5 équipes qui peuvent encore prétendre à la Ligue Europa. Après, pour le Sterk de la Ligue des Champions, c'est à peu près joué, mais rien n'est encore fait, il faut s'attendre peut-être à des surprises. Mais pour le moment, je vois mal Lyon ne pas être qualifié pour la Ligue des Champions. On va s'intéresser à cette fois-ci, on va quitter les places européennes, on va descendre un petit peu au classement, à une rencontre entre équipes mal classées, à savoir Monaco qui recevait Caen. Et c'est la surprise, c'est Caen qui s'est imposé du côté de Monaco 1-0, un but signé Enzo Crivelli, l'ancien joueur de Bastia, à la 23e minute de jeu. Et ça suffit au bonheur de Fabien Mercadal et également Roland Courbis. Et on va justement écouter les réactions. La réaction de Leonardo Jardim qui lui dit le maintien, ce n'est pas encore terminé. C'est pas parce que Monaco a gagné des matchs précédemment que le maintien c'est fini pour Monaco. Et on va écouter également la réaction de Fabien Mercadal qui revient lui sur le fait qu'il s'entend bien avec Roland Courbis et que c'est bien lui l'entraîneur principal de cette équipe de Caen. Car il y a eu des petites dissensions, justement, des problèmes de communication, et il met un peu les points sur les i, vous allez l'entendre. Oui, bien sûr, nous essayons toujours de passer un message, à la fois que le message passe, à l'autre fois que le message ne passe pas. Parce que bien sûr, après, tu as toujours un environnement à côté de l'équipe qui dit non, c'est déjà fait, nous sommes à 10 points, c'est bon, c'est fini. Et là, non, le foot, c'est comme ça. Aujourd'hui, Monaco, et moi, mais j'ai toutes les conférences, toutes les semaines, j'ai parlé la même chose. Nous continuons la guerre de maintien. Rien c'est fait. Nous sommes aujourd'hui avec 7 points. 7 points, c'est rien, c'est 3 matchs. Manque 8. Besoin de continuer à concentrer, besoin de continuer à jouer nos limites. Pour respect au football, pour respect au club et pour respect à notre travail. Besoin de concentrer ça. Et aujourd'hui, nous n'est pas arrivé à faire ça les premières 15 minutes. Peut-être c'est un message fort, cette défaite, pour nous, pour le prochain match, faire plus et mieux. Ce qui s'est passé hier, ça nous a fait du mal à tous les deux. On a même envisagé tous les deux d'arrêter tous les deux. Voilà. Parce que c'est injuste, c'est faux. Et évidemment, c'est quelque chose qui peut nuire à l'équipe. Voilà. On essaie de clarifier. On joue chacun un rôle bien précis auprès de nos joueurs. Quand Roland est présent à Caen, parce que par rapport à ses obligations radio, il ne l'est pas tout le temps. Comme on veut en profiter, il anime les séances et nous, on l'assiste. Quand il n'est pas là, j'anime les séances, assisté d'un staff qui lâche rien, tout simplement. Si ça vous paraît compliqué, voilà, la terre est ronde chez nous, tout simplement. Après, on peut mentir, on peut s'arranger pour faire un peu le buzz, mais ça nous a fait mal, je vous le dis. Vous en fichez pour certains, je pense, ça nous a fait mal, mais on a été assez solide en étant soudés tous les deux, aidés de notre groupe, de notre club et de nos dirigeants qui, et moi j'en suis fier, nous ont renouvelé leur confiance dans le fonctionnement. On a réussi à gagner aujourd'hui, ça va nous faire du bien. Comme vous, mais pour vous. Mais vraiment, je ne veux pas me fâcher. Quand on dit on est d'accord 9 fois sur 10, c'est énorme d'être d'accord 9 fois sur 10. Et quand on n'est pas d'accord tout à fait, ce que je viens de vous expliquer, et c'est moi qui l'ai donné ça à Roland, dans la mesure où tu as plus d'expérience que moi, parce que c'est vrai que parfois on peut être en désaccord sur un petit truc, un détail. Ben c'est Roland qui a le dernier mot parce que je le respecte par rapport à l'âge et que je suis quelqu'un de respectueux. Mais aujourd'hui, je vous le rappelle, si vous en avez besoin, je suis l'entraîneur de Caen. Et si Roland est là, c'est parce que je veux bien qu'il soit là aussi. Parce que si je viens sur le terrain et que quand Roland arrive sur le terrain, je lui dis tu rentres pas sur le terrain, on se met dans un conflit immense qui n'a pas de sens. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de servir notre club, de sauver notre club, parce que c'est un beau club. Ensemble, avec nos forces, ensemble, et on s'entend vraiment très très bien avec Roland. Ouais, je pense qu'on va s'entendre longtemps. Je pense qu'on va s'entendre longtemps. Bon, on en parlait ici il y a récemment, Arthur, avec justement ce poste de numéro 1 et de numéro 2. Bon, en tous les cas, Fabien Mercadal a posé
En tout cas, pas les pierres, mais il a posé les jalons en affirmant que c'était bien lui le numéro 1, l'entraîneur principal, et que Roland Courbis, lui forcément lui donnait des conseils également. En tout cas, c'était bien aussi qu'il fasse cette mise au point, parce que ça doit être aussi dur d'entendre Roland Courbis, d'être dans l'ombre aussi de Roland Courbis. Je pense que c'est toujours un petit peu compliqué quand on est l'entraîneur principal. Comme je disais il y a 2-3 semaines, le fait que on te dise tu vas être accompagné d'un mentor, c'est un peu remettre en question tes capacités et tes capacités d'entraîneur et ton pouvoir de pouvoir gérer une équipe. Là, je pense que d'un côté, vouloir associer Courbis, je pense à un rôle de plus de coordinateur sportif ou adjoint numéro 2, ça permet de donner de l'expérience à Mercadal, même si je ne pense pas que cela doit influer d'une manière très importante sur l'effectif. Je pense surtout que Caen a dû réaliser une très belle performance pour pouvoir réaliser l'exploit à Louis II. C'est une bonne performance pour eux, parce qu'ils arrivent à se rapprocher de Guingamp, mais pour le moment ils ne sont pas encore sauvés. C'est ça, ils ne sont pas encore sauvés, et c'est vrai que Fabien Mercadal, pour moi, c'est mon avis personnel, je trouve que c'est un bon entraîneur. C'est vrai que c'est compliqué avec Caen, mais je trouve que dans sa façon d'animer son équipe, dans la façon dont il s'exprime aussi également, il faut le laisser travailler, c'est certain. Et en plus, comme tu le disais avec Roland Courbis, je pense qu'il va prendre aussi de l'expérience, et ce ne sera qu'un plus. Mais c'était bien qu'il fasse cette mise au point pour la presse et pour tout le monde. On va s'intéresser cette fois-ci à un autre match. C'était Amiens qui recevait Bordeaux. Bon, pas de but dans cette rencontre. Ça se termine sur un 0 partout. On va écouter la réaction de Christophe Pélissier, qui est assez fier de ses joueurs. Ça reste un bon point également. Et Benoît Costil, qui lui, c'est un bon match pour tous les deux, car Benoît Costil est content aussi de ce match nul, car c'est jamais facile de venir s'imposer du côté du stade de la Licorne, du côté d'Amiens. Et justement, c'est une bonne préparation aussi également avant le match contre Marseille du côté de Bordeaux. Ce sera donc ce vendredi 5 avril pour le début de cette 31e journée. On écoute les deux hommes. C'est un bon point au vu de notre match. Mais après, il y a beaucoup de frustration et de déception par rapport à notre prestation. On n'a pas été très bon et on a manqué de justesse technique, etc. Donc, principalement de la déception après le match Marseille. Et puis j'ai envie de dire aussi déjà mardi ou lundi ou mardi, je sais plus, pour le premier entraînement, pour bien préparer ce match qui est important pour les supporters, important pour nous. Et surtout pour, je dis mardi, parce que pour travailler, continuer à travailler, progresser pour arriver contre Marseille avec dans les meilleures conditions et continuer à progresser encore, que ce soit tactiquement, dans ce qui nous est demandé, et progresser aussi avec le ballon et prendre de la confiance, pour être mieux armé contre Marseille, parce que là forcément on joue une équipe qui est de grande qualité, donc il faudra qu'on soit bon. Ouais, on a un double sentiment ce soir, savoir le premier, bien sûr, un peu de déception, parce que par rapport à l'emprise, je crois qu'on a eu sur le match, on aurait mérité de l'emporter, de prendre 3 points. Après, on avance, on reste. C'est notre 6e match sans défaite, donc on est sur une bonne dynamique. Et le fait, c'est souvent ces matchs-là où c'est que on prend toujours le but pour une erreur de rigueur et de concentration. Et je crois que ce soir, je félicite les garçons parce que jusqu'au bout, ils ont été concentrés. On a concédé très très peu d'occasions. Et il reste 8 matchs. Comme j'ai dit aux joueurs à la fin du match, si pendant les 8 matchs, on a des prestations collectives de cette qualité, je pense qu'on va réussir notre objectif de se maintenir. Eh bien, on l'espère pour cette équipe d'Amiens et pour les hommes de Christophe Pélissier. On passe cette fois-ci, on revient un peu plus proche de chez nous, c'est du côté de Dijon. Dijon qui devait s'imposer en recevant le Nice de Patrick Vieira. Eh bien, finalement, patatras pour les Dijonnais. C'est Nice qui s'impose 1-0, un but d'un ancien Dijonnais. En plus, Pierre-Lys Melou, à la 60e minute de jeu, ça fait 1-0. Ça fait surtout 3 points qui ne vont pas encore dans l'escarcelle de Dijon. Dijon qui est dernier, 20e avec 21 points. On va écouter la réaction justement
de Pierre-Lys Melou et également de Patrick Vieira. Patrick Vieira qui revient sur le fait que c'est pas facile de venir jouer face à une équipe qui joue sa survie en Ligue 1 également. Et on va aussi écouter Antoine Comboiré qui était très en colère. Vous allez l'écouter après la rencontre. Parce que donc on n'a pas été capable d'abord de marquer. On a eu des situations, on a eu la main mise sur le jeu, on s'est créé quand même pas mal de situations, puis après on ne marque pas. Ça c'est la première raison. Si on n'est pas capable de marquer, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'après on n'a pas été aidé par l'arbitre. Je suis très en colère. Voilà. Très en colère parce que ce sont des scénarios qui se répètent avec quand il y a hésitation, c'est souvent en ce moment, même si c'est comme ça, quand vous êtes très mal classé, vous n'avez pas la réussite, vous n'avez pas les bonnes décisions pour vous. Voilà, donc, et aujourd'hui, là où je suis en colère, c'est que l'arbitre expulse Samaritano. Voilà. C'est la première fois que je vois, mais apparemment, soit j'ai rien compris donc aux règles de l'arbitrage, ou soit donc les règles elles ont changé. Voilà, c'est en toute nouvelle. Moi je sais qu'il y a simulation quand le joueur dans la surface de réparation se laisse tomber, mais surtout il n'y a pas contact du tout. Mais là, il m'explique l'arbitre, Monsieur Rainville, et puis surtout donc les gens qui tiennent le VAR, qu'il y a contact. Samaritano il rentre dans la surface, il y a vraiment contact, mais eux ils ont réussi à lire dans son cerveau. À savoir que lui, il a fait semblant de laisser traîner sa jambe pour qu'il y ait contact. Première fois j'entends ça. Voilà, donc après ils savent qu'il a pris un carton. Dans l'esprit du jeu. Match compliqué, une première mi-temps où il ne se passe pas grand-chose. Où on est bien en place défensivement mais pas très dangereux offensivement. Ensuite on arrive à marquer ce but et en plus Dijon prend un rouge. Et c'est là où on se dit qu'on va avoir plus le ballon et être plus dangereux pour les enfoncer. Au final, non, on se met à reculer et à subir. Donc on prend cette victoire, on prend cette 3 points, même si on a fait trop cet après-midi. On est tombé contre une équipe qui était très bien organisée, une équipe qui se battait pour ne pas descendre. Mais nous, on a été concentrés, on n'a pas commis d'erreur sur l'aspect défensif, on a été très solide. Et à la fin, on a pris les 3 points et c'est une bonne chose. L'histoire d'aujourd'hui rend les choses vraiment plus excitantes pour nous. On va recevoir Montpellier et encore une fois, les supporters seront très importants pour nous. Nos résultats à domicile sur nos derniers matchs ont été plutôt positifs. Aujourd'hui, on les a vraiment sentis. Ils étaient là derrière nous. Ils étaient là derrière nous, les supporters de Nice, mais alors Dijon, qu'est-ce qui se passe, Arthur? Où va Dijon là? Attention, Dijon 21 points, Amiens 17e 30 points, ça va être compliqué là. Eh oui, que veux-tu que je te dise, Fred? C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, enchaîne les contre-performances, n'arrive pas à poser son jeu et surtout manque de préparation physique. Et avec le départ d'Olivier Dalloglio, ça a créé un gros imbroglio à l'intérieur du stade. Oh, la jolie celle-là. Dalloglio, imbroglio, elle est pas mal. Bravo. Donc, tout simplement, le problème aussi, c'est que le changement d'entraîneur, comme je disais, a créé pas mal de tensions. Et on voit que Comboiré n'est pas forcément l'homme de la situation. Il réalise des performances qui sont moins impressionnantes et moins importantes que Dalloglio depuis le début de la saison. Seulement 2 victoires depuis qu'il est arrivé. Et surtout, des joueurs qui n'ont plus aucune motivation. On voit surtout que le recrutement de Sorikaba n'a pas apporté devant. Il n'est même plus titulaire. Et il s'efforce à vouloir faire jouer des joueurs qui sont hors de forme, comme Fouad Chafik, alors que tu as Michael Alphonse qui vient de revenir de blessure, qui est apte à jouer. Et il ne veut pas se résigner à vouloir le faire rentrer, ce qui est complètement bizarre. Et surtout, une défense qui prend l'eau. Donc il y a tous les compartiments du jeu, avec une attaque muette, une défense qui prend l'eau. Le milieu ne peut pas assurer et surtout créer un équilibre qui permettrait à Dijon de pouvoir se sauver sans se saborder. Donc le problème vient d'un petit peu tout. C'est un constat général qui fait que Dijon est dans une période de trouble. Et la moutarde
ne monte plus au nez, c'est le cas de le dire. Oui, la moutarde qui n'est plus fabriquée par là-bas en plus. Mais c'est vrai, non, comme tu le disais, c'est vrai que Michael Alphonse, oui, il pourrait le faire jouer. Et en plus, je pense qu'il serait très motivé. Et c'est ça aussi qu'il faut quand on joue le maintien. Il faut des guerriers, des conquérants. Et je pense que Michael Alphonse en est un. À chaque fois qu'il a été appelé à rentrer ou à être titulaire avec Dijon, il avait montré de belles choses. C'est le cas de le dire. Il faut un apport offensif. Et Alphonse permet d'avoir cet apport offensif. Ouais. Et c'est le problème parce qu'on a Shafik qui commence à vieillir, qui n'a pas forcément une bonne vitesse, donc qui est plus amené à avoir un rôle défensif. Et vouloir faire des latéraux avec chacun un rôle prédestiné différent, ça crée une instabilité dans le jeu. C'est-à-dire que tu as une aile qui va être plus facilement amenée à être devant et une autre qui ne va pas prendre forcément de risques parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, ils sauront reculer. Donc ça crée un gros imbroglio en défense et tous les compartiments du jeu sont impactés. C'est un gros problème qu'il va falloir résoudre, voire trouver une solution parce que sinon c'est la descente assurée pour Dijon qui est déjà à 7 points du premier non relégable Amiens et dont les barrages vont être compliqués à aller chercher si ça continue à avoir de telles performances. Plus que ça même, moi j'ai 9 points là. Ah oui ? Ah ben, comme tu vois... Parce que Amiens a 30 et puis Dijon 21. Donc tu vois, c'est presque mission impossible. Malgré après, je suis d'accord avec toi, à un moment donné, il faut que l'entraîneur tente quelque chose. On va dire... Terminer pour terminer, je pense qu'il faut tenter quelque chose et je pense que il devrait faire jouer Michael Alphonse et en faire sans doute jouer d'autres pour justement amener de la fraîcheur à cette équipe qui en manque, puis des solutions. Il n'y a pas beaucoup de rotation en fait, quand tu vois les titularisations, etc. Il n'y a pas beaucoup de rotation dans l'effectif de Dijon. En dehors de l'attaque où tu as des fois Benjamin Jeannot qui revient de blessure, qui est amené à jouer. En défense avec Lotoa et puis Mediabet qui sont généralement remplacés dans la feuille de départ. Mais tu n'as plus une grosse rotation de joueurs comme tu avais au début de l'année, comme avec Lenzo Leodis qui apportait beaucoup au milieu, avec l'arrivée de Valentin Rosier qui était suppléé par un bon Kwon Cheng-un sur le côté, et vouloir s'efforcer à faire jouer Naïm Sliti qui devrait lui offrir un ballon pour Noël, puisqu'en fait il le garde tout le temps pour lui et il n'est pas là pour apporter du jeu collectif, ce qui est primordial à Dijon, puisque Dijon ne possède pas beaucoup d'individualité et se repose sur sa force collective depuis des années. Et donc si tu décides de ne plus utiliser cette force collective, qu'est-ce qu'il reste ? Plus rien. Et on le voit sur le terrain. Eh ben on verra en tous les cas si l'année prochaine il y aura un Sochaux-Dijon en Ligue 2. On regardera ça avec attention car il reste plus beaucoup de matchs en Ligue 1. On va suivre les derniers matchs bien évidemment. On va maintenant aller du côté de Nantes. Nantes, une équipe qui n'est pas forcément en forme et Nantes pourtant qui va ouvrir le score à la 54e minute de jeu par penalty grâce à Valentin Esseric. Et c'est ensuite pas un doublé, mais un deuxième but pour cette équipe de Nantes avec Koulibaly à la 57e minute de jeu, 2-0 pour Nantes. On se dit que Nantes va tenir sa victoire, tout est fait. En plus, ça ferait beaucoup de bien à cette équipe nantaise. Eh bien non, là c'est Lille qui va réduire le score à la 63e minute de jeu par Raphaël Leao. Et ensuite, c'est le show Nicolas Pepe à la 67e. Nicolas Pepe ou Pep ? Allez, Fred, il va me dire, il connaît. Pépé, c'est ça. Pépé, c'est plutôt vers chez nous. Ça. Oui, c'est ça. Alexandre Pep qu'on salue bien évidemment. Et puis également, également un doublé, 67e et 68e minute de jeu sur penalty et ça offre la victoire aux Lillois 3-2. Alors on va écouter justement Valentin Rongier qui l'a mauvaise, forcément le capitaine de cette équipe de Nantes. Qui revient sur le fait que ce soir c'est plus que de la déception, et on écoute du côté de Lille Jonathan Bamba qui dit simplement en fait on s'en sort pas trop mal avec cette victoire. Je sais même pas si le mot il est assez fort, c'est même plus de la déception, c'est de l'énervement, parce que on se met en difficulté tout seul. Il n'y a pas beaucoup de matchs où on arrive à mener et mener par 2 buts d'écart encore moins. Et là, on arrive à le faire contre une très belle équipe de Lille chez nous et on leur offre les buts tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se remette en question. Je sais pas ce qu'on a pensé sur le terrain. Contre Nîmes, on menait déjà 2-0, on s'était fait reprendre et on avait perdu 4-2 chez nous. Là, aujourd'hui, on perd 3-2.
C'est pas comme ça qu'on va y arriver, donc il faut vite qu'on se remette au travail. On a une demi-finale de Coupe de France à jouer mercredi. J'espère qu'on va montrer un meilleur visage qu'en seconde période. Ouais, c'est vrai qu'on s'est fait peur pendant ce match. On savait que Nantes allait mettre beaucoup d'agressivité et beaucoup de rythme. Et c'est ce qu'ils ont fait. On a été surpris et on ne le devait pas. Maintenant, on a su réagir et c'est bien pour l'état d'esprit du groupe. Ouais, on avait à cœur de gagner ce match après cette trêve. Et c'était compliqué parce qu'on a encaissé ces 2 buts et on savait qu'on pouvait marquer à tout moment. Maintenant, on ne doit pas être dans la réaction tout le temps et à nous de mieux faire la prochaine fois. Ouais, on s'est fait peur. On sait que Lyon était revenu à 1 point. C'était à nous de faire un bon résultat aujourd'hui et c'est fait. À nous de continuer parce que le chemin est encore long. Et oui, c'était les Nantais qui forcément l'avaient mauvaise, comme on l'a entendu avec Valentin Rongier. Dernier match de cette 30e journée, en tout cas dernier match ce dimanche, car il y aura d'autres matchs cette semaine, avec Toulouse qui recevait le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain va s'imposer 1-0, un but de Kylian Mbappé à la 74e minute de jeu, mais ça a été compliqué pour les Parisiens face à une équipe de Toulouse. Ils ont toujours du mal du côté de Toulouse, les Parisiens. Et on va écouter tout de suite la réaction d'Alain Casanova. On lui fait des reproches sur l'action de son attaquant. Il n'est pas forcément très content de la réflexion qu'on fait sur son attaquant. Justement, il le défend un petit peu. Et également du côté du Paris Saint-Germain avec Marquinhos qui parle aussi de Mbappé et de cette équipe de Toulouse où ils ont toujours des difficultés pour s'imposer. On va les écouter tous les deux. Je pense qu'on a 2 très grosses occasions où Areola fait deux arrêts presque miraculeux, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de pointer du doigt nos joueurs, notre attaquant. Je pense que Yaya a fait un gros match, il a énormément pesé. Voilà, il est tombé sur un des 3 meilleurs gardiens français qui a su préserver sa cage inviolée. Donc c'est dommage pour nous, mais je pense qu'il a fait le geste juste et le gardien a fait l'exploit qu'il fallait. On connaît le contexte aussi des matchs qu'on vient jouer ici. Les Toulousiens nous mettent toujours en difficulté avec leur bloc bas, serré. Il fallait trouver les solutions, avec beaucoup de blessures. On revient des sélections, il y a toujours un peu de temps pour prendre les automatismes. On a essayé de profiter au maximum de ce match, reprendre les automatismes, profiter des espaces qu'on a eus. On a essayé de jouer, de rester patient, mais jouer vers l'avant, profiter des espaces avec Kylian, avec les attaquants pour prendre la profondeur. Et voilà, à la fin du match, ce but nous a aidé à ramener cet score à la maison. On espère qu'il continue comme ça. On connaît le talent qu'il a, on connaît la force qu'il a. Quand il a une opportunité, c'est rare qu'il ne marque pas. Alors on le dit souvent de rester tranquille et positif. Des fois il essaye, ça ne rentre pas, ça ne passe pas. Et il y a un ballon qui arrive et il marque, il nous sauve. Voilà, on espère qu'il continue positif comme ça. Eh bien, on espère aussi pour cette équipe parisienne qu'il continue Kylian Mbappé. On va regarder le classement avec forcément en première position le Paris Saint-Germain avec 81 points, 20 points d'avance sur Lille qui est deuxième. On a 3e Lyon 56 points, 4e Marseille 48 points, 5e Saint-Etienne 46 points. Et en bas de classement, on retrouve Caen, premier barragiste, 18e, seul barragiste pour le moment avec 23 points, 19e Guingamp 22, 20e Dijon 21e. 21 points, pardon. Oui, ils sont pas 21e, il n'y a encore pas 21 équipes dans le championnat de France de Ligue 1. Et puis également, donc ils sont premiers non relégables, c'est Amiens, 17e avec 30 points. Donc déjà, il y a déjà 9 points d'écart avec Dijon. Ça va être compliqué pour les Dijonnais, mais dans le sport, rien n'est jamais perdu. Il faut toujours se battre. Et Kylian Mbappé, donc au classement des buteurs, est premier avec 27 buts. La prochaine journée, ce sera la 31e journée. Ce sera ce vendredi 5 avril avec Bordeaux-Marseille en ouverture 20h45. Ce samedi 6 avril, 31e journée avec les matchs Lyon-Dijon 17h, Guingamp-Monaco 20h, Angers-Rennes 20h, Amiens-Saint-Etienne, Nîmes-Caen à partir de 20h. On va s'intéresser, cette fois-ci, on va terminer sur la Ligue 1. On va forcément... Ah non, je voulais parler aussi de la VAR. Oui, c'est vrai, la VAR, parce qu'il y a eu aussi il y a Christophe Galtier qui a été en colère contre la VAR. Et après, on parlera de la VAR, de ce qui s'est passé en Chine. Vous allez voir, c'est assez folklorique.
Comme on a parlé beaucoup de la VAR, on a eu Antoine Comboiré tout à l'heure qui était en colère également sur les arbitres. Là, on a encore un problème avec la VAR. On va écouter justement Christophe Galtier lors de la rencontre entre Nantes et Lille. Écoutez-le. Dans le mot VAR, il y a le A qui veut dire assistance, à mon avis. Et là, j'en veux pas du tout à M. Delageau qui, lui, siffle penalty. À juste titre, il refuse le penalty qu'il nous accorde. À juste titre, il n'y a aucune contestation sur cela. Et la vidéo a servi à ce moment-là. Et voilà, il y aurait eu une erreur manifeste et finalement, voilà. Et là, il y a ce fameux penalty où Selic touche un joueur nantais. Je sais que les arbitres qui sont dans une pièce sont des arbitres professionnels. Mais il y a l'intensité du match, l'intensité du geste et ce que renvoie l'image. Et quand est-ce qu'ils vont comprendre ça ? Quand ? Parce que ceux qui sont en train d'analyser sur des écrans télé poussent M. Delageau à faire une erreur, de ne pas se déplacer et de juger de lui-même. S'il ne se déplace pas, c'est qu'on lui dit il n'y a même pas besoin de te déplacer. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Et ça peut être très préjudiciable. On est dans une période où des équipes vont se battre pour le maintien, des équipes vont se battre pour des places d'honneur, des équipes vont se battre pour des places européennes. On ne peut pas avoir ce genre de décision là où se situe le VAR. On ne peut pas avoir ce genre de décision. Ce n'est pas possible. Bon, il était très en colère encore contre la VAR. Décidément, la VAR en ce moment déchaîne les passions. Alors, moi j'ai vu quelque chose chez nos confrères de RMC Sport, c'est la VAR en Chine. Alors ça c'est sympa, lors d'un match de championnat. Alors pour juger un hors-jeu, parce que pour aider justement l'arbitre du centre. Alors en fait, les assistants qui sont situés dans le quart, hein, c'est comme en France, c'est exactement pareil. Alors ils ont pris un bout de papier. Et avec ce bout de papier, vous pouvez revoir la vidéo sur RMC Sport. Et avec ce bout de papier, ils ont posé le papier sur l'écran et puis ils regardaient avec le papier s'il était hors jeu ou pas. Alors, c'était quand même c'est assez folklorique. Donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le revoir chez nos confrères de RMC Sport. Donc c'est la nouvelle VAR, VAR Made in China comme on dit. C'était assez exceptionnel. Bon, on n'en est pas encore là en France quand même, heureusement, mais c'était quand même assez folklorique. Donc ça commence à prendre des bouts de papier pour juger les hors-jeux, même avec l'assistance vidéo, ça va être en tous les cas compliqué. Ouais, c'était juste un petit pied de nez pour justement parler de la VAR qui, comme on le rappelait, déchaîne en ce moment un peu toutes les passions. Et c'est vrai qu'à l'arrivée du sprint final en Ligue 1, il faut pas se tromper car on joue aussi la survie d'un club, des places européennes aussi également. Donc, comme le rappelait Christophe Galtier, c'est très important. Eh bien messieurs, je crois qu'on a fait le tour de la Ligue 1. On va maintenant ouvrir la page Ligue 2 et bien évidemment la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard qui a gagné. Oui messieurs, on a pris 3 points ce week-end du côté de Niort. Enfin, ils ont pris 3 points. Nous, ils ont pris 3 points parce que nous, on n'était pas sur le terrain. On était très tendus sur le canapé. Allez, c'est parti, jingle Ligue 2.